Je vous rassure, nous étions derrière en coulisses avec à gérer notre petit trac parce que finalement on ne s'y habitue jamais. On n'attendait pas les applaudissements, mais comme ça se fait évidemment dans les endroits où l'on accueille des amis et qu'a priori on les accueille en tant qu'amis cet après-midi, je suis ravi que vous l'ayez fait. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nicolas Rossignol. Pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser, je suis comme vous. Moi, je passe ma journée avec vous de manière formidable, de salle en salle. On m'a mis ici au milieu parce que je crois qu'il n'y avait plus de sièges dans la salle. C'est juste pour ça. Je n'en sais pas plus que vous. J'ai la même curiosité. Voilà, j'ai de la naïveté. Voilà, comme je suis journaliste, je dois avoir beaucoup plus d'idées reçues en moi, évidemment. Et je suis là surtout pour apprendre à vos côtés avec les intervenants que vous avez invités, qui sont vos invités cet après-midi, sur finalement cette thématique autour des climats, faisant changer tous les climats. L'idée autour de cette table ronde va être de parler de travail. Et vous aurez vu, chère Nathalie Kosciusko-Morizet, comment de manière très habile j'ai attendu que vous soyez arrivés. Comme ça, personne n'a vu que les embouteillages vous ont retenu. C'est pour ça que je ne voulais surtout pas souligner ce point-là. Elle vient d'arriver, on peut l'applaudir quand même, chère Nathalie, ça vous fera souffler un peu. On va parler d'une nouvelle vision du travail. On va se poser beaucoup de questions ensemble maintenant. La règle du jeu que j'ai donnée, tout le monde la connaît. Hein. On est ici, pas pour se redire des trucs qu'on se dit nous tous les jours, entre nos tables, experts, chefs d'entreprise, politiques, tout ça, on s'en fout. On est là d'abord pour répondre à des questions que les étudiants ont préparées dans un comité de rédaction. Donc on est là pour eux, que ça vous plaise ou pas. D'ailleurs, les questions, on s'en fout. On est là pour leur répondre. Donc on va le faire évidemment. On veut surtout prendre de la hauteur. Vous le savez, Nathalie, et vous le savez tous, je serai modérateur cet après-midi, surtout pour qu'on ne parle pas de politique politicienne. On veut surtout prendre de la hauteur, du recul. De toute façon, on n'a pas le droit parce que vous savez que voilà, tout se passe demain. Beaucoup de choses se passent demain, pardon. Mais en revanche, on a besoin de la vision des uns et des autres et surtout de hauteur de vue. Ça nous fera du bien dans cette bulle qui nous fait du bien depuis 2 jours. Parler du travail, c'est imaginer le monde de la production demain, c'est imaginer les nouveaux emplois, les nouveaux métiers. C'est se poser la question du rôle de la robotisation, c'est se poser la question de notre ringardisation peut-être dans notre mode de fonctionnement actuel, c'est se remettre en cause, peut-être, je l'espère, on va avoir l'occasion de leur poser toutes ces questions. Je voudrais d'abord leur demander finalement qui ils sont et surtout quelle légitimité ont-ils pour venir nous en parler cet après-midi. S'ils n'en avaient pas, on les mettrait dehors bien sûr. On va leur demander ce qu'ils font à nos côtés et surtout je suis ravi de vous les présenter. Nathalie Kosciusko-Morizet, femme politique, médiatique évidemment, mais finalement je ne sais pas grand-chose de vous si je vous regarde à la télévision, si je vais assister à cette rencontre. Qu'est-ce que vous faites sur cette table ronde, conférence débat? Qu'est-ce que vous êtes venu apporter et apprendre cet après-midi? Bon, bonjour, pardon pour mon retard. Non, vous inquiétez. C'est des journées compliquées, pour les raisons qu'on n'a pas le droit d'évoquer. Moi, je m'intéresse depuis toujours, en fait, aux questions qui sont présentes dans la société, aux mouvements de transformation de la société qui sont en train de se faire, qui souvent sont profondément politiques sans que le monde politique en ait conscience. Il se passe plein de choses dans la vraie vie qui vont, un jour ou l'autre, arriver dans le débat politique, mais qui, comme ils sont des sujets émergents et que le monde politique est parfois un petit peu coupé, ne sont pas encore dans le débat. C'est comme ça que je me suis intéressée à l'écologie très tôt, à une époque où on l'abordait de façon très technique dans le monde politique. On faisait politique de l'eau, politique des déchets, mais on ne le voyait pas dans sa dimension véritablement révolutionnaire. C'est comme ça que je me suis intéressée au numérique. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je m'intéresse aux transformations qui agitent le monde du travail et notamment à l'émergence de l'indépendance et aux conséquences que ça devrait avoir en droit et que ça n'a pas encore. Par exemple, comment éviter que la guerre entre Uber et les taxis ne se répète à l'infini et en beaucoup plus violent dans tous les secteurs de l'économie. Ça m'intéresse et j'espère que ça vous intéresse aussi. Je vous pose juste une question, Nathalie Kosciusko-Morizet, parce que forcément elle va venir dans le débat et vous l'entendez certainement tous les jours. Et donc je vais aller dans la facilité. Mais finalement, on reproche très souvent aux politiques de ne rien y connaître au monde du travail, de n'avoir jamais mis les pieds, ni les mains dans le cambouis, ni les pieds dans le monde de l'entreprise. Mais en plus, ils nous disent comment faire alors qu'eux ne l'ont jamais fait avant. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous le dit, quand vous venez surtout sur une table
table ronde pour nous parler du travail avec des gens qui sont dans le monde de l'entreprise, pour peut-être beaucoup d'entre eux. Qu'est-ce que vous répondez à ces attentes de la société, des citoyens qui vous disent, voilà, vous, qu'est-ce que vous y connaissez finalement ? Bon, me concernant, la critique ne marche pas parce que moi j'ai fait un peu tous les statuts avant de faire de la politique. J'ai été dans le privé, j'ai été dans le public et j'ai même eu un contrat d'indépendant, ce qui à l'époque n'était pas complètement évident. Mais de toute façon, quelles que soient les critiques qu'on peut avoir à l'égard des politiques, et on a le droit d'avoir toutes les critiques qu'on veut, il y a un moment où les lois, il faut les voter. Il faut créer un statut général du travailleur indépendant, il faudra le voter. S'il faut changer la durée légale du temps du travail, ça passera par une négociation qui, à un moment, sera validée par des politiques. Donc, de toute façon, quelles que soient les critiques qu'on peut avoir à l'égard des politiques, il y a un moment où, je vais dire brutalement, il faut s'effarcir. Donc voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais de toute façon, ça passera par là. Et c'est une raison au moins pour s'en parler, non ? Bien sûr, et on va se les farcir. Je voudrais passer la parole à vos côtés. J'ai posé la même question avant d'aller du côté du monde de l'entreprise. À vos côtés, il y a Patrick Vivray. Patrick Vivray, vous êtes philosophe. Je sors d'une conférence débat magnifique avec d'autres philosophes. Je vais quand même vous poser la question, comme je l'ai fait avec André Comte-Sponville. Ça sert à quoi finalement un philosophe ? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Surtout, qu'est-ce que vous y connaissez en la question ? Moi, je définis la philosophie comme l'art de la dégustation de la vie. Alors, on peut dire que c'est presque un art de sortir de la logique du travail, au sens étymologique et historique du terme, c'est-à-dire le labeur, la dépendance, la pénibilité rendues nécessaires pour des logiques de survie, pour aller vers ce que la philosophe Hannah Arendt, une autre philosophe, qui s'est rendue particulièrement utile dès qu'on regarde un tout petit peu l'histoire, appelait la logique de l'œuvre. Et sinon, j'ai été amené à avoir plusieurs types d'emplois très différents. J'ai été prof de philo, j'ai été conseiller à la Cour des comptes, j'ai été chercheur, j'ai eu des activités très différentes, mais si je prends le mot métier lui aussi dans son sens originel, c'est un beau mot qui est inventé par le compagnonnage au XIIe siècle, à partir de la contraction de deux mots latins, le ministère et le mystère. Un métier, c'est donc un ministère mystérieux, c'est ce qui renvoie à des axes de vie, à des projets de vie. Et là, je peux dire, à travers mes différentes catégories d'emploi, j'ai un métier que je caractérise comme un métier de passeur-cueilleur, dans ce nouveau néolithique qu'on est en train de vivre, parce que j'ai eu la chance d'être souvent à la confluence d'univers qui étaient eux-mêmes cloisonnés, en conflit, qui ne se parlaient pas, l'univers de la société civile et puis l'univers des institutions publiques, l'univers de l'entreprise et l'univers de mouvements sociaux alternatifs. Quand j'étais rédacteur en chef de la revue transversale Sciences Culture avec Edgar Morin, l'univers des cloisonnements disciplinaires. Et ce qui me passionne, c'est justement d'établir des passerelles entre ces univers. Donc je me définis comme passeur-cueilleur. Et merci d'être là pour passer, cueillir et nous passionner certainement. Je vous présente à mes côtés Stéphane Roussel, il est directeur général en charge des opérations, membre du directoire de Vivendi. Ça veut dire quoi, Stéphane Roussel? Oui, alors d'abord, Vivendi, tout le monde n'est pas censé savoir qu'est-ce que ça regroupe. Donc il y a des marques qui sont mieux connues, c'est UMG, numéro 1 de la musique au niveau mondial, Canal+, Dailymotion. Donc moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce débat, c'est d'essayer de témoigner tout simplement sur les changements assez violents ou brutaux ou rapides qui sont intervenus ces dernières années, surtout avec l'accélération du digital et qui change complètement le mode du travail, avec pas mal de bonnes nouvelles aussi, en particulier pour les jeunes, puisqu'on a inversé parfois le sens du savoir. Normalement, on parlait de compagnonnage, c'est avec l'expérience et le temps qu'on arrivait à la sagesse et à la maîtrise de son métier et qu'on passait aux plus jeunes. Ce qui est un peu curieux en ce moment, et je le vois avec ces métiers de la musique et de l'art de Canal+, c'est que finalement, les jeunes savent plus parfois que les anciens. Et donc, il y a un phénomène inversé de génération
Alors c'est pas si simple que ça, bien entendu, puisqu'il y a une sagesse, un savoir-faire relationnel en particulier qui reste l'apanage de ceux qui ont essayé plusieurs choses. Mais les jeunes, et je veux juste un petit témoignage pour commencer là-dessus, en savent plus sur ce qu'il faut pour les clients du futur et aussi comment travailler autrement pour demain. Un seul exemple, j'organise régulièrement des séminaires en mélangeant les personnes de la musique, de Canal+, de Dailymotion, pour essayer de faire le Vivendi de demain. On en a fait un à New York il y a 10 jours, et on fait des panels. Et souvent, avant, dans les entreprises, quand on faisait un panel ou qu'on faisait venir des gens de l'extérieur, on faisait venir des gens, ça peut être des philosophes d'ailleurs, qui restent toujours la bienvenue, ça peut être des personnes qui font autre chose, mais qui ont plutôt 50, 60 ans, qui ont fait pas mal de choses dans leur carrière. Et là, j'ai fait venir des gens entre 20 et 23 ans, qui sont l'agence phare à Chicago, oui, et qui ont les codes pour communiquer avec ce qu'on appelle les millennials. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que sur le travail et les leçons qu'on a tirées de tout ça, il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Voilà. Merci, et on va avoir besoin de cet éclairage-là. Et puis Antoine Lemarchand, vous êtes président de Nature et Découverte. Je voulais vous remercier à titre particulier, peut-être au nom même de la salle, parce que vous ne le savez certainement pas, mais c'est notamment grâce à Nature et Découverte que l'Université de la Terre existe depuis le début. Merci de nous offrir cela également. Un mot sur votre présence là, sur ce regard, et ce qu'est Nature et Découverte, parce que je ne connais pas forcément, je connais vos magasins parce que j'y vais, je passe devant, etc. Mais vous êtes qui, Nature et Découverte ? D'abord, merci d'être là, et moi je suis là surtout pour échanger ici, mais échanger ici et notamment comprendre les jeunes qui sont devant nous. Il y a plein de gens qui sont intéressés par ce sujet, donc moi l'apport que je vais essayer de faire, c'est aussi d'être un témoin du rôle de chef d'entreprise aujourd'hui dans un pays où on se pose beaucoup de questions sur le rôle du travail. Témoin aussi de ces mutations, parce qu'on est aussi un métier en forte mutation. Nature et Découverte, en 2 mots, nous sommes une marque qui aujourd'hui est très connue pour être des commerçants. C'est une logique de métier, j'aime bien la notion de Patrick Vivray, mais ce métier va fortement changer dans les années à venir, et ça m'intéresse de débattre sur ces mutations. Et puis dernier point, je veux échanger sur le rôle de l'entreprise. L'entreprise en France est assez mal aimée. Quand on demande aux Français l'indice de confiance qu'ils ont vis-à-vis des entreprises, on est un des rares pays à positionner l'entreprise comme 3e institution auquel les gens font confiance, après les ONG, après l'État et avant les médias. On est en avant-dernière place et on est un des rares pays où on est positionné en 3e, alors que dans la quasi-globalité du globe, l'entreprise est vue comme un acteur plutôt positif auquel on a confiance, et donc juste à peu près égalité avec les ONG. Et j'aimerais bien montrer que les entreprises peuvent avoir un rôle extrêmement positif dans la société de demain. Justement, je vais donner la parole dans quelques instants à ce panel d'étudiants. Je voudrais juste qu'on puisse partager votre vision du travail. On parle ici de nouvelles visions. Moi, j'aimerais connaître votre vision dans toutes les notes que l'on peut avoir pour la préparation de cette rencontre. On a tout et son contraire. On a un maelstrom, en fait, de notions, d'avis complètement partagés. On entend dire, bien sûr, qu'on se dirige vers la fin du travail aliénant, mais de l'autre côté, on nous alerte sur la précarité croissante du salariat. Certains nous parlent de semaines de 6 jours de travail, d'autres veulent descendre à 3 jours. On nous dit en même temps que la numérisation, la robotisation sont les ennemis de l'emploi et vont sonner la fin peut-être de l'emploi. On a des entreprises qui décident d'enlever toutes les couches managériales pour ne plus donner le pouvoir aux managers, mais aux gens, j'allais dire, du terrain. Finalement, une société qui aujourd'hui a 10% de sa population active au chômage, 20% chez les seniors, 25% chez les jeunes, est-ce que cette société a une vraie vision du travail, ou est-ce que finalement on est tous perdus? Qui peut répondre à ça? Merci pour vos réponses, je vous propose de passer à la question d'après. Je veux bien essuyer les plâtres. Ça m'arrange. Bon, merci Stéphane. Voilà, je le sacrifie. En fait, malheureusement, tout est vrai. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de paradoxes. Ce qui va être plus simple, c'est que on peut travailler de n'importe où et de n'importe quand. C'est-à-dire que la notion d'un lieu, d'un espace et d'un temps pour travailler,
il n'y a plus ce point de repère. Alors pour les personnes qui sont aguerries à ça et qui trouvent là-dedans une forme de liberté, c'est génial. Pour les autres, c'est plus dur parce que les points de repère manquant, on se dit mais finalement où je travaille et quand je travaille. La notion de temps de travail, à part pour les postes peu qualifiés, devient totalement dépassée. C'est-à-dire que déjà, la notion de 35 heures par semaine n'avait aucun sens il n'y a pas très longtemps, mais alors là, je veux dire, on n'est plus payé par rapport au temps qu'on passe. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle, parce que finalement, on peut être très efficace sur peu de temps, et puis finalement, c'est pas une bonne nouvelle si jamais on ne sait pas justement se régler dans cette liberté. C'est tellement confortable d'avoir une définition d'un rôle dans un temps défini, puis rentrer chez soi. Ça n'existera de moins en moins. Voilà, encore une fois, en France, on n'est peut-être pas assez préparé à ça, parce que le mode d'éducation est structuré sur le temps et l'espace, et pas assez sur la plus-value qu'on peut apporter chacun. Et comme il y a peu de travail sur cette gestion du temps, sur le travail relationnel avec les autres, sur ce mode collaboratif qui alterne le physique, le digital, n'en parlons pas, on l'apprend en école buissonnière et jamais à l'école, ça peut être perturbant. Et en même temps, je suis optimiste, non pas parce que c'est la règle du jeu, mais j'y crois, c'est que ça donne une égalité des chances. En bousculant les règles, on donne la chance à des personnes qui étaient de toute façon disqualifiées au départ, qui parce qu'elles n'avaient pas fait les études qu'il fallait, parce qu'il n'y avait pas eu un parcours, il y avait un accident de la vie, ils étaient perdus. Et c'est plus vrai, par contre. Tout le monde a la chance d'embarquer très vite dans ce bateau, même si les règles du jeu sont confuses, comme moi peut-être là dans mon explication. Le philosophe, la politique, le chef d'entreprise, qui répond à cette question sur la vision finalement? Patrick Vivray, le philosophe que vous êtes. D'abord, la difficulté de l'échange sur la question de l'avenir du travail, c'est que le mot travail recouvre lui-même des réalités profondément différentes, voire contradictoires. J'ai rappelé la définition étymologique du travail, le mot tripalium en latin, qui renvoyait à un tripale, donc à la fois un instrument de torture et puis au mieux, pourrait-on dire, un moyen d'empêcher que des chevaux se débattent pendant qu'on les ferre. Et donc cette définition du travail, c'est vraiment le triptyque, le labeur, la pénibilité et la dépendance. C'est donc très joyeux. Donc c'est très joyeux et c'est pour cette raison-là, je le rappelle, que le travail dans la société grecque était réservé aux esclaves. Le travail était une punition. Et la société libre, la société qui se réunissait sur l'agora, qui était par ailleurs une société machiste puisque seuls les hommes libres y avaient droit, mais le travail était une punition. Le grand paradoxe historique, c'est que c'est le mouvement ouvrier qui, par ses luttes, a pour l'essentiel conduit à l'humanisation du travail, et y compris a conduit à définir le travail autour d'un triptyque qui, lui, est au contraire positif, qui est à la fois l'accès à un revenu et une protection sociale décente, la reconnaissance de son utilité dans une société et la possibilité de construire sa propre estime à partir de cette reconnaissance. Donc dans un cas, on a une définition qui est aliénante du travail, dans un autre cas, on a une définition qui est émancipatrice. Donc tant qu'on ne précise pas de quel travail on parle, de quelle valeur travail, par exemple, on parle, on entretient une confusion totale. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup, pas simplement de philosophes, mais aussi de sociologues et d'économistes, ont préféré, soit en gardant le mot travail, d'au moins distinguer le travail contraint du travail choisi, oui, soit, comme l'évoquait Hannah Arendt, je le rappelais tout à l'heure, de distinguer le travail de l'œuvre. Parce que, y compris si le mouvement ouvrier a pu réussir cette humanisation du travail, c'est parce qu'il s'appelait ouvrier, c'est-à-dire il avait la perspective de l'œuvre comme dépassement du travail et même, je le rappelle historiquement, comme dépassement du salariat. Donc on ne peut penser l'avenir du travail, ce qui nous occupe dans notre table ronde, que si on regarde en même temps le passé du travail, parce que sinon on ne comprend rien à la mutation historique que nous sommes en train de vivre.
Je vais rajouter à côté de tous les célèbres chanteurs que vous avez cités un autre, Confucius, qui disait « Trouve un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Voilà, pour aussi voir ce côté-là. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous prenez beaucoup de notes pour vous nourrir bien sûr, pour aussi asseoir votre idée sur ce que vous allez partager avec nous justement de votre vision du travail. J'étais en train de noter qu'il fallait que je me rappelle de vous faire remarquer que la fin du salariat à l'origine était un projet marxiste. Ce qui de mon point de vue d'ailleurs, pas seulement, mais aussi, ce que je veux dire, c'est que ça doit conduire à aucune conclusion, c'est juste que ça appartient pas aux uns ou aux autres, c'est de toute façon en train de se passer, en train de se préparer, et donc il s'agit de le vivre bien. Pour moi, on vit à la fois une crise du nombre en matière de travail, en matière de nombre de jobs proposés, en matière de volume de travail par rapport aux personnes qui y aspirent ou qui en ont besoin, et une crise du sens. Une crise du nombre qui est évidente, on a un taux de chômage supérieur à 10%, et pour laquelle les perspectives ne sont pas très bonnes, pas seulement à cause de la croissance, mais parce que vous avez toutes sortes de théories pas infondées qui amènent à penser que le développement du numérique, ça va être une nouvelle vague d'automatisation. La première vague d'automatisation, ça a été la robotisation. Elle a touché les cols bleus. Elle a fortement diminué l'importance du travail en usine. La nouvelle vague d'automatisation, elle va toucher les cols blancs. Ce sont des jobs qui apparaissent a priori un peu sophistiqués, mais avec des fonctions néanmoins répétitives, genre actuaire dans le domaine de l'assurance. Et tous ces métiers-là, aujourd'hui, sont menacés par le numérique et par la nouvelle vague d'automatisation. Donc il y a une crise du nombre. Est-ce qu'on va encore avoir assez de travail pour tout le monde? Est-ce qu'il ne faut pas justement réinventer ce que c'est que le travail? Et puis il y a une crise du sens. Moi, je me suis beaucoup intéressée à un mouvement qui est né en Angleterre, qui a fait beaucoup de débats aux États-Unis, qui était la critique de ce qu'ils appelaient les bullshit jobs. Des bullshit jobs, donc jobs de merde, si vous voulez traduire à l'identique. C'est très bien. C'est cette idée, c'est qui a théorisé ça autour de l'idée que avec les gains en fait de compétitivité, il y aurait dû avoir de moins en moins de travail. Et si on a dans les 30 dernières années maintenu à peu près le volume de travail, c'est seulement en créant des métiers qui ne servent à rien, qui sont des métiers de reporting, de contrôle des uns par les autres, et qu'il y a une crise latente dans la société qui est qu'il y a un moment où les gens se rendent compte que leur métier ne sert à rien. Ça peut se traduire par des pathologies qui sont non pas le burn-out, mais le bore-out, c'est-à-dire le débordement d'ennui. Alors ça peut faire sourire, mais quand c'est un sociologue a lancé cette idée-là, ça a été parmi les articles les plus partagés sur la toile, partagés depuis leur bureau par des gens qui passaient leur journée sur Facebook ou à faire leurs courses depuis leur lieu de travail. Donc il y avait bien ce questionnement aussi, et partagé par des gens qui disaient largement oui, on est concerné, qui d'une certaine manière se poser la question de l'utilité sociale de ce qu'ils faisaient. Quand vous êtes boulanger, coiffeur, infirmière, vous savez à quoi vous servez. Dans certains métiers de reporting d'une société de plus en plus sophistiquée, vous avez une utilité dans un système, mais malgré tout, c'est tellement un maillon d'un système complexe que l'utilité individuelle suffit pas peut-être à remplir votre vie. Pourquoi je vous dis tout ça? Oui, pourquoi vous nous dites tout ça? Parce qu'on est manifestement dans un monde du travail qui souffre quand même de multiples défauts. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il y a certains pans entiers qui sont menacés par une nouvelle vague d'automatisation et un certain nombre de jobs sont questionnés sur leur sens. Je pense que les mouvements à l'œuvre ont de grands avantages qui ont pu être décrits avant, mais que surtout, il faut en France qu'on arrête d'avoir une démarche, un jugement moral sur ce genre de mouvement dans la société. La question n'est pas tellement de savoir si c'est bien ou si c'est mal. On peut argumenter que c'est bien, on peut argumenter que c'est mal, on peut considérer que de toute façon c'est inquiétant, mais c'est en train de se passer. C'est en train de se passer parce que ça correspond à des drivers profonds qui sont dans la société, le driver technologique avec le numérique qui permet de délinéariser les parcours, d'avoir plusieurs boulots, driver économique parce que quand même les entreprises ont envie d'aller vers plus de prestations et de se libérer un petit peu de leur masse salariale contrainte. Et puis les drivers en termes de valeur, et j'en finis par là, les grandes révolutions technologiques,
elles deviennent des révolutions parce qu'en fait, les technologies correspondent à des valeurs qui sont présentes dans la société. Et il y a dans la jeune génération des valeurs qui ne sont pas complètement cohérentes avec le lien de subordination qui est au fondement du salariat. Et moi, je suis le driver pendule parce que je dois vous rappeler de faire des réponses concises pour que tout le monde puisse parler, les étudiants d'abord. Les questions sont assez ouvertes. Mais c'est bien fait pour. Antoine Lemarchand, un mot justement sur cette vision du travail. Le chef d'entreprise que vous êtes, vous avez une approche très particulière à travers Nature et Découverte, mais aussi à travers une très jolie fondation que vous avez. Finalement, comment est-ce que vous répondez quand on vous pose cette question sur votre vision du travail ? Je vais donner un exemple assez concret, parce que c'est intéressant d'avoir du pragmatisme. Je crois que dans une entreprise, donc là je vais bouger le débat vers le rôle de l'entreprise. Le rôle de l'entreprise, pour moi, est de donner des moyens, évidemment il est de créer des richesses, ça c'est indéniable, mais il est aussi de donner des moyens à ses collaborateurs qui sont en train de vivre une aventure humaine incroyable. Il faut faire cette aventure, de donner des moyens de s'épanouir, de conduire cette aventure et surtout à la fin d'être fier. La particularité des entreprises, des Great Place to Work, dont on parle assez souvent en France comme un peu partout dans le monde, ce sont des entreprises dont le mission statement a peu changé au cours de leur histoire et surtout dont le taux de salariés sont fiers de leur entreprise est extrêmement élevé. Chez Nature et Découverte, c'est vrai que l'implication, le fait que nous gagnons de l'argent mais que nous en redistribuons, que nous organisons des événements de ce style et également que nous mettons notre fondation à disponibilité des salariés, c'est-à-dire que les salariés peuvent utiliser la fondation, l'argent de la fondation pour défendre un projet, un peu comme The Voice. Ils vont devant un jury et soutenir un projet qui les intéresse parce qu'ils se disent « moi je veux bien travailler, je veux bien gagner de l'argent, mais je veux qu'il y ait une utilité aussi de cet argent » et on le fait au quotidien. The Voice est un magazine culturel diffusé régulièrement à la télévision. Merci de la précision. Tout le monde n'a pas la télé. Moi non plus. C'est pour ça. Je vais me tourner vers les étudiants, le panel ici présent, donc à réfléchir à la question. Et je voudrais maintenant que vous puissiez poser les questions qui vous concernent vous. Je leur ai dit tout à l'heure, on n'a pas invité des syndicats étudiants pour représenter toute une génération. On n'a rien contre eux, ils pourraient être là, ce serait vachement bien. Mais pour le coup, c'est aussi leur histoire perso qui nous intéresse, leur problématique personnelle qui nous intéresse et leur regard personnel aussi, sans faire de généralité sur toute une génération, c'est vraiment leur regard personnel. Les étudiants, le panel, qui prend la parole en premier? Jeune homme, bonjour. Vous n'avez pas de micro, on va vous le passer. Il est juste à côté de vous. Appuyez sur le petit bouton rouge. Ce sont des micros tout neufs et modernes. Bonjour. Je ne vous entends pas. On va appuyer. Le micro de votre voisin à côté, est-ce que ça fonctionne? Bon, sinon on va le faire a cappella, c'est-à-dire sans les mains. Et voilà. Est-ce que vous avez un micro qui fonctionne à côté? Levez-vous. Ça fonctionne. Vous avez appuyé sur le bouton rouge devant? Ça ne fonctionne pas. Bon, le temps que... Bon, c'est dommage, ils sont tout neufs. Ah, ça fonctionne. Parfait. Alors, bonjour à tous, merci d'être là. Ma question s'adresse à Antoine Lemarchand, puis aux trois autres intervenants. Vous faites des produits qui invitent à la découverte, à la nature d'ailleurs, mais surtout à la préservation de cette nature. Vous essayez de montrer à vos consommateurs qu'il faut qu'ils la respectent. Donc vous n'êtes pas, à mon avis, l'entreprise sur laquelle on va se méfier. Vous disiez que la place de l'entreprise en France n'est pas bonne, troisième position. Mais moi je pense qu'elle n'est pas due à un manque de confiance. C'est vraiment plus, à mon avis, de la peur et de l'incompréhension. Je voyais, en tant que consommateur, par exemple, on va avoir souvent un manque de transparence dans les produits qu'on consomme. On va avoir aussi la dictature de l'obsolescence programmée, de toutes ces choses qui font qu'on n'a pas du tout confiance en ce qu'on achète. Et je parle, à mon avis, pour à peu près tout le monde de ma génération, on ne sait pas ce qu'on achète et souvent, pour le prix qu'on met, on est déçu. Et en tant qu'acteur, on a un énorme manque de clarté sur les contrats qu'on signe, sur la façon dont on doit travailler, la connaissance de ce qui va ce qui va nous arriver dans la suite de nos contrats, si on va pouvoir le renouveler, si ça va pouvoir être... Bon, Votre question. Nous, on a en France un code du travail qui fait 12 000 articles, ce qui est énorme. Donc, réformer le code du travail, ma génération, on ne va pas savoir pourquoi on fait ça.
est-ce que, en tout cas, la vision que je vous expose vous parle? Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu là-dedans? Est-ce que vous voyez un petit peu le même malaise que nous, on va ressentir en tant que consommateur? Vous voyez pourquoi la place de l'entreprise, à mon avis, en France, est mauvaise? Alors, il y a beaucoup, oui. Allez-y, on est passé de la thématique de la confiance à la thématique de la législation aussi. C'est assez vaste. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette... Est-ce que ce sont des questions que vous posez vous aussi? Si je peux faire un parallèle entre l'entreprise et le code du travail, c'est que le code du travail, par définition, c'est quelque chose qui grossit au fur et à mesure parce qu'il y a un déficit de confiance entre l'employeur et l'employé. Donc en fait, on veut tout codifier. Quand vous ouvrez le code du travail, d'ailleurs je l'ai fait, la première fois que j'ai monté une entreprise, j'ai ouvert le code du travail. C'est pas facile à comprendre, mais j'ai été très étonné de ne pas voir de principes de base dedans. Des principes qui régissent finalement la bonne relation que l'on a au travail. Le principe de confiance, le principe de projet commun, d'aventure commune, le rôle d'une entreprise. Vous ne l'avez pas dans le code du travail. Donc par définition, on régit tout, on met plein de choses techniques dedans, mais il n'y a pas l'essentiel. Bon. Donc la confiance, pour moi, est la base même du contrat de travail. Dans le code du travail comme un contrat de travail, on ne peut pas tout mettre. La base de tout, c'est la confiance que les individus se font. Par rapport à une enseigne, puisque je reviens au premier point des choses, évidemment que aujourd'hui, je crois que les gens, notamment avec un pouvoir d'achat qui se stretch formidablement, se posent la question de pourquoi ont-ils besoin du produit qu'ils vont acheter et ont-ils confiance dans l'enseigne dans laquelle ils vont acheter. Chez Nature Découverte, comme ailleurs, de plus en plus, on veut savoir ce qu'il y a derrière l'entreprise. Qu'est-ce que fait le dirigeant? Est-il exemplaire? Est-ce que notre travail avec nos fournisseurs est clean? Il y a ces questions, elle est très exigeante pour nous, chefs d'entreprise, comme pour tous les salariés de Nature Découverte, puisque cette exemplarité doit être permanente. Le moindre défaut et votre réputation chute. Donc j'ai envie de dire, c'est un travail qui est au quotidien. Le dernier point que j'ai envie de dire quand même par rapport au produit, puisque vous avez démarré votre question là-dessus, c'est la question du prix. Les consommateurs veulent de moins en moins payer, mais veulent de plus en plus de valeur ajoutée dans les produits, et notamment sur l'éthique, sur l'environnement, sur le social, ce qui est très difficile. Comment peut-on acheter un jean à 7 € dans une enseigne irlandaise qui s'installe en France et ne pas se soucier un tout petit peu de ce qu'il y a au niveau social et environnemental derrière? Et je peux vous dire que ces enseignes cartonnent tout autant que celles qui sont totalement éthiques et qui bossent au quotidien pour améliorer leur circuit de fournisseurs. Les deux modèles coexistent et c'est bien dommage. Alors, mademoiselle qui est aussi dans le panel, qui a levé la main, bonjour. Bonjour. Je vous invite à vous présenter si vous le souhaitez. Bonjour, Bianca Douri, je suis doctorante à l'école de management de la Sorbonne et je travaille sur... Approchez-vous du micro s'il vous plaît encore, merci. Ou approchez le micro de vous. Je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que les consommateurs cherchent des produits responsables, mais une étude récemment faite par Vigeo montre que les employés cherchent des entreprises responsables. Les employés cherchent des entreprises qui ont une marque employeur responsable. Est-ce qu'on va voir émerger une nouvelle version d'un employé responsable? Et qu'est-ce qui va changer en termes de recrutement? Oui. Stéphane Roussel, qui est chez Vivendi, mais qui est passé par les RH, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Très longtemps. Oui. J'ai été psychologue de formation. Oui. Quelle horreur. Mais non, vraiment, hein. J'ai cumulé. Donc, l'employé modèle, en quelque sorte. L'employeur modèle, d'abord, juste un petit retour là-dessus, sur ce que recherchent les jeunes, et vous les premiers, et on voit beaucoup de questions là-dessus. C'est effectivement une identité de l'entreprise qui va au-delà effectivement du chiffre d'affaires, du profit qu'elle fait et des emplois qu'elle fournit. Il y a le côté responsable qui est recherché et chaque entreprise maintenant cherche à donner un sens dans ses actions sociétales qui a un rapport avec son activité. Dans les années 90, souvent c'était des danseuses, des présidents qui avaient l'action de mécénat avait peu de rapport avec l'activité d'entreprise.
Là, on va vers quelque chose de beaucoup plus professionnel, parce que sinon vous ne serez pas dupe là-dessus. Vous dites, mais pourquoi ils font ça exactement? Quel sens ça a? Et en France, on a tendance à opposer le mécénat, d'ailleurs, avec le business, comme si l'un s'opposait à l'autre, ce qui n'a aucun sens, puisque l'un va avec l'autre. Et on l'assume de plus en plus. Dans le cas de Vivendi, hein, du monde de la musique et de Canal+, on s'est dit que la promesse que l'on donne à nos clients comme à nos futurs collaborateurs et à nos collaborateurs, c'est sur la diversité des talents. Les talents sont partout. Alors pourquoi ça marche? Parce que les talents sont partout, c'est vrai d'un point de vue business. On revendique qu'en allant créer des canals Olympia en Afrique, en allant donner des instruments de musique à des jeunes qui ne peuvent pas se les payer, on aura plus de chances d'avoir des bons artistes. Et en même temps, ça a du sens d'un point de vue sociétal. Donc on assume qu'on le fait pas seulement pour du mécénat, mais aussi pour du business. Et il faut bien comprendre que c'est parce que les deux se ressemblent que ça prend du sens. Et maintenant, je retourne à votre question. Qu'est-ce que c'est pour nous qu'un collaborateur responsable? C'est celui qui va, et je fais un petit passage vers le problème du droit du travail en France, on essaie de tout codifier pour se rassurer. En fait, l'employé demain, pour nous, ça sera celui qui n'aura pas besoin, encore une fois, de cadre de temps et d'espace pour se réaliser. Et donc, aller essayer de chipoter, badger, essayer de voir si c'est 35 heures, si c'est 40, c'est pas le sujet. Et d'ailleurs, c'est pas le sujet pour vous non plus. Si vous êtes bien dans ce que vous faites, bon, il y a une semaine, vous pouvez travailler 20 heures, l'autre fois 50, enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'apporter quelque chose à l'entreprise, de temps en temps travailler le week-end sur un projet, et puis ne pas venir le lundi parce qu'il y a un problème perso. C'est plus le sujet. Dans la plupart des postes, en tout cas, hein, et ça va être de plus en plus le cas. Donc on cherche quelqu'un qui va savoir gérer cette liberté, ne pas en profiter, entre guillemets, le gérer intelligemment pour que tout le monde s'y retrouve. Donc ce qu'on cherche dans un employé, c'est cette responsabilité que vous demandez à l'entreprise. Et je finis sur un point, qu'en tant que client, le paradoxe que l'on voit, pour rebondir sur votre exemple, et moi je le vois pour la musique et pour Canal, les mêmes qui veulent tous être artistes, chanteurs, musiciens, animateurs chez Canal+, la plupart du temps, les jeunes qui veulent faire ça sont ceux qui piratent. Alors je leur dis, mais attendez, je comprends pas. Vous voulez en faire à votre métier, mais en tant que consommateur, vous voulez que ça soit gratuit. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là? Si jamais on pirate, évidemment, rien n'est gratuit. Et c'est ce paradoxe-là qui, d'ailleurs, par démagogie en France, il faut le dire, les politiques ne l'adressent pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire que, surtout alors on ne va pas parler d'élection là, mais plus on approche d'une élection, en tout cas, moins on ose dire que finalement, aller pirater, c'est voler. Parce que ça fait perdre des voix. Mais si tout le monde est responsable du consommateur à l'entreprise en passant par l'employé, le tout fonctionne. Le tout fonctionne d'un point de vue social, le vivre ensemble fonctionne, et en plus, c'est intéressant d'un point de vue business. Voilà, il y a ce tout qu'il faut manager avec intelligence et pas opposer les choses de manière un peu caricaturale comme on le fait beaucoup en France. Patrick Vivray, le philosophe, qu'entend-il de la responsabilité de l'entreprise, de la responsabilité du salarié, des travailleurs, dans cette question de la nouvelle vision du travail? C'est un axe intéressant, philosophiquement aussi, j'en suis sûr. C'est typiquement une question, si on veut regarder dans l'avenir, il faut regarder aussi ce que nous apprend le passé. Il suffit de se poser une question, pourquoi avons-nous le mot bénéfice dans nos comptabilités? Même si on n'a pas fait de latin, bénéfice, benefatio, ça ne veut pas dire solde monétaire positif. Ça veut dire bienfait, ça veut dire activité bénéfique. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, ce qui caractérisait l'économie de nos sociétés, c'était ce qu'on appelait l'économie du salut. Et les indicateurs de richesse de l'époque, c'était la comptabilité du salut. Il faut se rendre compte ce que c'était qu'une situation, la moyenne de vie ne dépassait pas 30 ans, tout le monde croyait dur comme fer à l'au-delà, et par exemple dans la chrétienté, cet au-delà était structuré de façon binaire. Il faut attendre le XIe siècle pour voir ce que le grand historien Jacques Le Goff a appelé l'invention du purgatoire. Donc la seule question importante qui valait, c'était la question de la vraie vie, la vie éternelle, la vie au-delà. Et il ne fallait pas se louper. La question des pertes, c'était perdre la vie éternelle, c'était la damnation. Et donc la comptabilité du salut, c'était les bienfaits
qui vous mettait sur la voie du salut, et puis les méfaits, la fameuse liste des péchés mortels, qui vous mettait sur la voie de la damnation. C'est pas sans intérêt de rappeler que, Jacques Le Goff le dit très bien, le plus grave de tous les péchés, beaucoup plus grave que les 7 péchés capitaux qui étaient en fait un règlement intérieur pour les moines quand ils dérapaient, le péché mortel par excellence, c'était l'usure et le prêt à intérêt. Pourquoi? Parce que c'était le blasphème absolu. Prétendre que l'argent était créateur dans le temps, c'était mettre l'argent au même niveau que Dieu. Et Jacques Le Goff rappelle qu'un usurier qui voulait éviter la damnation, il avait droit de transmettre la part de sa fortune qui correspondait à une contribution légitime, un service qu'il avait rendu, mais la part de sa fortune qui correspondait à des intérêts composés, il devait la rendre sous peine de damnation. Voilà typiquement une question historique qui n'est pas sans intérêt à une époque où, pour reprendre les chiffres donnés par la Banque des règlements internationaux, vous avez 98% des transactions monétaires sur les marchés financiers qui sont spéculatives. Et quand la question que posait Aristote, quand l'économie oublie que la monnaie est un simple moyen, elle en fait une fin, et ce n'est plus, disait Aristote, de l'économie, c'est ce qu'il appelait de la crématistique, et il ajoutait alors la cité est en danger. Eh bien, je termine sur ce point. Oui. Nous sommes dans une situation où il nous faut réinventer la notion de bénéfice et de perte au sens de quelles sont les activités bénéfiques pour les humains et pour leur environnement et quelles sont les activités nuisibles. Et merci Patrick. Je peux dire vous terminez la phrase. La dernière phrase n'est pas sans importance. Et enregistrer le fait que les comptabilités monétaires ne nous renseignent pas sur ce point. Elles nous renseignent sur d'autres points, mais sur ce point fondamental, sommes-nous en présence d'activités bénéfiques ou d'activités nuisibles? Elles ne nous renseignent pas, puisque une partie des valeurs ajoutées monétaires correspondent à des activités destructrices ou sans sens, comme l'évoquait Nathalie. Merci Patrick Vivray. Attendez la salle parce que je veux terminer en quelques minutes les questions du panel qui a préparé la rencontre, s'il vous plaît. Et ensuite, bien sûr, vous aurez la parole avec grand plaisir. Mademoiselle, ici au premier rang, qui fait partie du panel, je vous invite à vous présenter. Bonjour, Lésia Zand, étudiante à l'ISIT, École de Management Interculturel. Alors en fait, ce serait une question du coup plutôt managériale. On parle beaucoup du fonctionnement en équipe projet, de la disparition des managers, d'une pyramide hiérarchique finalement qui s'amoindrirait. Est-ce qu'en France, c'est quelque chose qui serait envisageable? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous pourriez par exemple mettre en place dans vos entreprises ou au niveau politique? Parce que finalement, on verrait ça plutôt, par exemple, aux États-Unis, où on en parle beaucoup, oui, beaucoup plus qu'ici, où finalement la société est très hiérarchique. La question est intéressante. Vous pouvez même vous baser sur des expériences françaises, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises en France qui le font. Si vous avez assisté à des conférences, pas loin d'ici, de Zobrist qui en parlent tout le temps, voilà. Stéphane Roussel, finalement, alors vous êtes dans un groupe dont on peut imaginer qu'il y a un millefeuille formidable de manager sur manager, sur manager, etc. Je me plante certainement, mais je le fais exprès. Mais est-ce que cette question-là, vous la posez aussi, vous, dans la manière de gérer un groupe comme Vivendi? Oui, alors... c'est un groupe international. C'est vrai que les anglo-saxons ont plus l'habitude de travailler en collectif. C'est vrai dans le milieu artistique aussi. Il y a beaucoup de grands talents, rien que dans le cinéma français ou dans les séries, qui écrivent tout seuls. Mais l'écriture collective, d'ailleurs c'est pour ça que les séries américaines ont eu de l'avance en général, est plus dure, parce que le travail collectif en France n'est quand même pas si valorisé que ça dès l'école. Dès l'école, finalement, vous primez l'individu, et vous primez rarement un groupe où il faut attendre les études supérieures pour le faire. Donc l'entreprise est obligée de travailler plus en France pour ça, mais je peux vous dire qu'une fois cette barrière enlevée, et quand il y a un objectif clair à fournir, je peux vous dire que les groupes de travail interculturels, internationaux, intergénérationnels, j'ai mentionné au début, en mettant des jeunes de 20 ans avec des personnes plus expérimentées, ça fonctionne, et on n'a plus le choix, on est obligé de travailler comme ça pour aller plus vite, parce qu'on n'a pas insisté sur la rapidité. Ce qui qualifie le temps actuel, c'est l'impatience du consommateur, l'impatience du producteur, qui fait que pour aller vite, il faut travailler
mieux ensemble. Ça a un avantage, c'est que ça élimine le poids hiérarchique, parce que la hiérarchie ralentit quand même le système. Donc, d'ailleurs, on emploie un mot qui n'est pas très beau, hein. On se met souvent en mode commando. Bon, enfin, oublions. Il faudrait trouver un mot un peu plus joli, parce que voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, pour accélérer et pour aller plus vite à l'objectif, on oublie tout. On oublie les hiérarchies et on se met en mode projet pour réussir, et on mélange toutes les compétences au même endroit. Antoine Lemarchand, je vous ai vu réagir également à la question. Deux choses. Les managers dans beaucoup d'entreprises occidentales ont été aussi supprimés pour des raisons de coût, il faut le dire. Après, il y a une démarche managériale qui est effectivement de libérer les entreprises. C'est très rare. On a eu un exemple hier après-midi d'entreprises libérées, les biscuits Poult, etc. Et en fait, je trouve que le modèle est intéressant. C'est finalement de baser les relations de personnes dans une entreprise sur la confiance. Je reviens toujours à la même notion. La confiance fait que vous avez moins de contrôle. Les points de contrôle, quand on mesure l'ensemble des heures qui sont dédiées à contrôler le travail d'un autre, c'est absolument une perte de temps phénoménale. Tout ça parce qu'on a un problème de confiance vis-à-vis des autres. Donc pour moi, le nouveau manager, celui qui va venir dans les années à venir, sera un capitaine, un animateur, quelqu'un qui va essayer de donner sa confiance, de lancer ce groupe. Mais c'est pas déjà la définition du manager depuis des décennies, ça, Antoine? Malheureusement, non. Malheureusement, en fait, une entreprise est un mouvement organique. Elle démarre souvent par un petit groupe d'individus qui se fait confiance, et puis l'entreprise grossit, et l'entreprise, à un moment, se dit, bon, bah, c'est un peu le bordel dans notre boîte, on va mettre un peu de manager, on va un peu contrôler, on va mettre des process. Et puis, on met en place ces process, et puis 4-5 ans après, on s'aperçoit tous que nos entreprises sont trop lentes, et il faut absolument couper à un moment tous ces process de contrôle. Donc le nouveau manager, ça sera ça, une personne qui arrive à manager des projets, quelqu'un qui donnera sa confiance, quelqu'un qui permettra aussi de manager à distance, puisqu'on parle beaucoup du travail à distance. Comment manager quelqu'un qui n'est pas là ? Et en s'adaptant en effet au nouveau mode de travail. Nathalie Kosciusko-Morizet, je vous ai vu réagir également. Oui, je pense que la disparition des intermédiaires est une tendance profonde dans tous les secteurs. C'est vrai dans le monde politique, c'est vrai dans le monde social, et c'est vrai dans le monde de l'entreprise. Quand vous regardez les sondages d'opinion, ils sont tous frappés de suspicion, ils sont contestés, souvent ils sont ringardisés. Ça correspond à la fin de modèles pyramidaux dans un peu tous les domaines. Moi, je crois d'ailleurs que ça doit nous amener, notamment dans le monde politique, à avoir des changements institutionnels, parce que si vous regardez les institutions de la Ve République, elles sont très, très, très pyramidales, et en fait, elles s'accommodent très mal des valeurs émergentes de la société contemporaine. Ce que je voulais juste dire à propos de cette disparition des intermédiaires, c'est que c'est un driver profond, c'est en train de se passer, ça va pas être combattu, ça va être accompagné, éventuellement en changeant un certain nombre de modes de fonctionnement et d'institutions. Il ne faut pas croire que c'est naturellement la route de la liberté pour tous. C'est-à-dire, c'est en train de se passer, tant pis tant mieux, c'est comme ça, mais il faut faire attention à la manière dont ça se passe et à ce que ça veut dire. Si vous regardez dans le monde du travail, ne plus avoir de manager, pourquoi pas? Si c'est pour aller vers une société plateformisée dans laquelle chacun vend son travail sans protection, le moins cher possible, à une plateforme qui en fait est gérée depuis un pays lointain selon des critères qui ne sont pas négociables et qui sont d'ailleurs d'autant moins négociables que comme il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de représentant, il n'y a personne pour agréger les points de vue, c'est pas une chance non plus. Ça peut, vous savez, moi je pense que le numérique, les technologies d'ailleurs en France en général, on a tendance à leur attribuer des valeurs morales. On fait ça avec les OGM, avec le nucléaire, maintenant avec le numérique, comme si c'était bien ou si c'était mal. Une technologie, elle n'emporte pas de valeur morale, elle est ce qu'on en fait. Vous regardez le feu, le numérique c'est comme le feu, ça transforme au moins autant la société. Le feu, c'était ni bien ni mal. Avec le feu, vous pouvez brûler des livres, avec le feu, vous pouvez brûler des sorcières, et avec le feu, vous pouvez vous éclairer. Le numérique, c'est pareil. Donc il faut se garder de l'idée que puisque c'est en train de se passer, c'est forcément génial. Merci. Autre question du panel. Au premier rang, mademoiselle, bonjour. Et je nomme ensuite. Bonsoir. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Oui.
Donc, je m'appelle Justine Zaragoza, je suis en 2e année de l'ISEG en business et finance. Ma question est assez simple, c'est vers quelle nouvelle vision du travail on peut avoir? Comment les jeunes, aujourd'hui, on étudie des choses diverses et variées, vers quelle vision du travail va-t-on? Est-ce que la COP21 va vraiment avoir un impact? Est-ce qu'on va vers une redéfinition du code du travail? Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochaines années? Dans cette question qui est finalement floue, et vous avez raison, non mais attendez, permettez-moi, vous faites bien de la poser, et de cette manière-là, parce que finalement, vous êtes la porte-parole de gens ici qui ne savent pas ce que va être le travail demain, dans 5 ans, dans 10 ans. On nous dit que 40% des emplois de dans 5 ans ou dans 10 ans n'existent pas. Encore, finalement, qu'est-ce qu'on leur répond à cette nouvelle génération, et puis même à toutes les autres d'ailleurs, de leur travail demain, ce flou finalement qui n'est pas artistique? Nathalie Kosciusko-Morizet, je vous serai impatiente de nous répondre. Elle n'est pas floue la question, c'est la question. Oui. Le sujet l'est, pardon. Pour moi, il y a 2 tendances majeures pour votre génération que vous allez vivre. C'est ce qu'on appelle la délinéarisation et l'émergence de l'indépendance. La délinéarisation, c'est que dans le temps, le travail, en fait, c'était un mariage entre un salarié et une entreprise, ou même quand il changeait d'entreprise, un salarié et un type de formation, un type de carrière, et c'était un mariage qui n'était rompu que par la retraite. Maintenant, de plus en plus, on va vers une délinéarisation, ce qui est une chance d'une certaine manière, parce que ça permet de se réorienter, ça permet de faire valoir des compétences ou des capacités quand on n'a pas forcément eu la bonne formation. Et puis, c'est aussi des risques, parce qu'une délinéarisation, ça veut dire qu'il peut y avoir des ruptures, et éventuellement ça veut dire qu'il peut y avoir des surprises en fait, et les surprises elles peuvent être bonnes ou elles peuvent être mauvaises. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'indépendance. Aujourd'hui, quand vous regardez le monde des gens qui travaillent, vous avez 90% des gens qui sont salariés et 10% seulement qui sont indépendants. Donc quand vous regardez la photo, vous vous dites tout le monde est salarié, sauf qu'en fait l'indépendance est en train de prendre de plus en plus de place. C'est un mouvement qui se fait vraiment rapidement, et donc c'est celui-là que vous allez vivre dans votre génération. Je finis pour dire que il y a des changements à apporter du côté du droit, du côté de l'organisation des entreprises, pour que ces 2 changements majeurs, la délinéarisation et l'indépendance, se passent bien. Par exemple, aujourd'hui, tout notre système de protection sociale est absolument pas organisé, ni pour l'un, ni pour l'autre. Si vous avez plusieurs boulots, que vous changez, vous perdez énormément en fait, en termes par exemple de retraite, parce que les droits sont difficilement portables. Le fait d'avoir plusieurs métiers, d'avoir plein d'expériences dans une vie, dans le système social actuel, vous fait perdre. Il faut changer ça en ayant des droits portables qui sont attachés non pas à l'entreprise, mais à la personne, et qui vous permettent de faire des allers-retours. C'est un exemple de choses très, très concrètes. Ça s'organise. Hein. Ça s'organise, par exemple, un jour, on aura la retraite à points. Vous aurez des points, vous aurez une espèce de compte personnel, et vous ne perdrez pas, vous ne serez pas pénalisé par le fait que vous aurez été tout simplement réactif sur des opportunités que vous aurez eues ou que vous aurez eu plusieurs vies. Stéphane Roussel, Antoine Lemarchand. Question essentielle, hein, finalement. Interrogation générale, certainement, de plusieurs générations. Alors pour prolonger ce que vient de dire Mme Kosciusko-Morizet, c'est vrai que le modèle un salarié, une entreprise dans la vie, bon ça c'est fini, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire que je dirais que la vie qui vous attend ressemblera plus à la vraie vie que ce qu'on apprend à l'école. Pour être simple, le fait de changer d'environnement dans la vraie vie, c'est quand même normal. Donc je vais vous dire, la France d'ailleurs a un avantage là-dessus, c'est que le système D, la capacité de rebondir, c'est très français. Donc contrairement à ce qu'on pense, individuellement, les Français sont mieux armés dans le monde qui arrive, dans ce monde un peu flou où les règles sont bousculées. Et curieusement, notre système, par contre, il est très rigide, très rigidifié. On veut tout mesurer et il n'est pas adapté, je dirais même à notre personnalité. Et en fait, la bonne nouvelle aussi, et là je me situe plutôt en tant que recruteur, c'est que vous pouvez même oser maintenant monter votre entreprise juste en étant étudiant ou juste après d'être étudiant. C'est beaucoup plus facile dans le monde du digital parce que ça fait appel à des compétences que vous maîtrisez déjà et il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Et si vous échouez, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est pas grave. C'est-à-dire que vous échouez 2 fois, 3 fois,
vous viendrez en entretien, on dira tiens, il a essayé 3 fois de monter sa boîte, c'est super. Vous savez que quand vous faites ça à San Francisco et que vous avez essayé 5 fois, c'est rare qu'on réussisse la première fois une start-up. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une somme d'échecs, ce sera une somme d'expérience. Et moi, je pense que dans beaucoup de cas, dans 5 ans, la plupart des jeunes auront tenté quelque chose et finalement auront réussi, peut-être pas réussi, mais ça ne sera pas un moins. Et si vous venez à 30 ans dans nos entreprises, vous serez accueillis les bras ouverts. Et il faut aussi valoriser l'échec, on n'en parle pas assez dans notre pays. Antoine Lemarchand. Moi, je n'ai pas la prétention de connaître ce que les jeunes pensent. C'est vrai que je suis plus jeune, j'ai 43 ans. Mais alors, donc, du coup, j'ai lu qu'est-ce que c'est que réussir sa vie pour la génération Y. Et sondage Ipsos, première chose pour réussir sa vie, c'est avoir de vrais amis. 79%. 68%, c'est du temps libre pour profiter de la vie. 65%, c'est pour fonder sa famille. 60% être amoureux. Là-dessus, j'étais vraiment... Il va falloir m'expliquer. 5e position, faire une bonne carrière à 56%. Et argent à 52%. Donc on voit bien que réussir sa vie pour la génération Y repose beaucoup sur une notion déjà de vie pro, vie perso, un équilibre qui va être très important de gérer. Donc le travail à distance va être très compliqué à gérer. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que je crois que, c'est vachement bien d'ailleurs, la Gen Y demande beaucoup plus de savoir quel est le projet d'une entreprise, quel est le sens de l'entreprise. Et pour un chef d'entreprise, ça pousse sans arrêt à contextualiser qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi on est en train de le faire, et de partager aussi avec ses équipes pour partager ce sens. Troisième chose, et je finis là-dessus, auquel je crois pour l'avenir, je ne crois pas du tout à la fin de l'entreprise. Moi, je pars pas avec le constat d'échec de me dire les gens vont partir tous les ans, tous les 2 ans des entreprises. Moi, plus les gens de Nature et Découverte restent, plus je suis content. Par contre, ce en quoi je crois, c'est un modèle hybride. C'est le fait que de plus en plus, la Gen Y et après auront un travail principal dans une entreprise et un travail à côté. C'est ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup avec les auto-entrepreneurs. Juste un chiffre, il y en a 1 million, mais il n'y en a que 10% au bout de 3 ans qui gagnent mensuellement mieux que le SMIC. Ce qui prouve bien que l'auto-entrepreneuriat est quelque chose qui est d'appoint, qui va en plus. Comme vous êtes journaliste et en même temps vous êtes conférencier. Et au fur et à mesure, les jobs de demain seront comme ça. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas attaché à votre entreprise principale. Et moi, je vais tout faire pour que les équipes de Nature Découverte et les autres chefs d'entreprise fidélisent leurs équipes, mais leur donnent la possibilité d'avoir un job hybride. Je suis aussi danseur étoile au Bolchoï pour arrondir mes fins de mois. Nathalie Kosciusko-Morizet me disait quelque chose de très juste. Elle dit finalement, il n'y a rien qui peut les pousser vers la politique parce que dans cette génération Y, ils veulent de l'amitié, de l'amour, du bonheur, tout ce qu'on ne trouve pas en politique, semble-t-il. Ah bah si, je fais le raccourci, je suis journaliste, régalons-nous. Je termine avec une question du panel ici, ensuite la salle. Jeune homme, vous avez levé la main et ensuite je passe la parole à la salle. On va préparer les micros, s'il vous plaît, dans la salle pour les questions. Jeune homme, bonjour, je vous invite à vous présenter, à parler bien près du micro. Bonjour, donc je m'appelle Grégory Laine, je suis étudiant à l'école polytechnique et j'ai 2 questions à vous poser mais qui en fait vont sans négocier comme ça, vous en prenez 2. Voilà, exactement. Régalez-vous. Sur le sens et le partage du travail. Oui. Dans un premier temps, des entreprises comme Google ou Facebook ont décidé de libérer une journée pour leurs employés afin qu'ils puissent mener des projets professionnels personnels. Afin qu'il y ait plus de sens à leur tâche. Que faites-vous, vous, dans ce sens? Est-ce que vous essayez de redonner du sens à des métiers qui n'en ont pas forcément ou pas directement? Et la seconde, sur le partage du travail, depuis le début, on a fait un constat. Le chômage est important, il ne risque pas de diminuer. On invente des bullshit jobs pour combler cela. Est-ce qu'il n'est pas temps finalement de partager le travail, de réduire le temps de travail par semaine? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire l'éloge de l'oisiveté et proposer le droit à la paresse dans le Code du travail? Merci. Je ne donnerai pas la parole à Nathalie Kosciusko-Morizet. D'abord parce que pendant la campagne, je ne veux pas qu'elle nous parle de sa vision sur le temps du travail. Et surtout, je fais exprès. Et surtout sur la vision, en effet, de l'envie de paresse en politique, bien sûr. Antoine d'abord, et Patrick, allez-y. Et puis, bien sûr, Nathalie, je ne vais pas faire
de confusion ici. Qui veut répondre? Antoine Lemarchand. Oui, 2 questions qui vous sont posées rapidement. Je vais répondre par la dernière. 12% de notre temps de vie est consacré au travail. 12% de notre vie contre 70% au 19e siècle. Donc déjà, ça permet de relativiser. Et en termes d'oisiveté, ou en tout cas de temps personnel, il n'y en a jamais eu autant. Bon. Donc là, le sujet du travail, c'est bon. Le sens que l'on donne au travail, très concrètement chez Nature Découverte, c'est déjà d'être dans une logique de métier. Donc il n'y a pas de travail, il y a des métiers. Il y a le métier de commerçant. Nous, on n'est pas dans la distribution. Le métier de commerçant est un vieux métier et qui existera toujours, même après Internet. Ce n'est pas forcément via des magasins, mais ça sera d'autres manières de faire du commerce. Mais le commerce a toujours existé. Donc déjà, expliquer quel est le métier des personnes, qu'est-ce qu'elles font. Ensuite, je crois beaucoup à la fierté et je crois beaucoup au fait que l'entreprise qui gagne de l'argent, qui en redistribue à ses actionnaires pour de l'investissement, doit aussi en redistribuer, pas forcément sous forme de bonus, de salaire, de choses comme ça, mais de moyens pour se concrétiser, pour s'épanouir. Et vous parliez de Google ou autres entreprises. Moi, je souris souvent parce qu'on me dit il y a une table de ping-pong, il y a des flippers, ou il y a une cafétéria, etc. Je crois que le rôle de l'entreprise n'est pas d'offrir le bien-être en entreprise. J'y crois pas du tout. Je crois que le rôle de l'entreprise, il est de promettre le bonheur professionnel, ce qui est complètement différent. Donc, c'est de faire que l'on soit heureux professionnellement. C'est pas donc à coup de table de ping-pong ou de choses comme ça qu'on peut être heureux. C'est pour moi en donnant du sens. Stéphane Roussel. Rapidement, je demanderai quand même l'avis du politique et du philosophe, parce que ça nous intéresse bien sûr. Sur le temps de travail, c'est vrai que ça c'est très américain, c'est un peu paradoxal de décréter qu'il y a un temps pour créer, qu'on garde le vendredi. Oui. Donc c'est un peu comme vous avez eu la vague de l'empowerment à un moment donné, il y avait une sorte d'injonction paradoxale qui était de dire vous devez être autonome, et c'était un process américain. Donc là je me méfie un peu de tout ça. En tout cas, comment ça se traduit chez nous, c'est qu'effectivement, alors j'appelle pas ça de la paresse, il y a un temps pour la lenteur, il y a un temps pour être ensemble sans objectif précis. Ça arrive, on fait des réunions où on pose quand même un sujet, qui est un sujet de prospective. Je donne un exemple, les formats courts. On essaye de penser, demain on pense que le prochain Game of Thrones, il ne fera pas 20 fois 1 heure, il fera 50 fois 3 minutes. Et je mets ensemble des gens de Canada, de la musique, un peu de tout, de toute génération. Et on met pas nos, on dit voilà, on se donne 3 heures tous les 15 jours ensemble à parler de ça. Je ne sais pas si c'est de la paresse, si c'est du travail. On va peut-être aboutir à rien, mais c'est quelque chose qui est entre les deux, ensemble, pour laisser le temps à la création d'arriver. Parce que là, vous avez raison, il y a tellement l'emprise de la rapidité, de l'objectif à court terme, qu'il faut 2 horloges. L'entreprise est obligée d'avoir une horloge annuelle qui est de respecter le budget, parce que c'est ce qu'attendent les actionnaires. Il faut à côté de ça une horloge qui est plutôt entre 3 et 5 ans selon les entreprises, qui est de dire, ok, en dehors de ça, il faut prévoir le produit de demain, les attentes de demain, et là, c'est un autre style de travail. Mais c'est vrai qu'il faut gérer ces 2 temps-là, et c'est ce que font maintenant quand même la plupart des entreprises. Merci Stéphane. Nathalie Kosciusko-Morizet, je n'aurai pas l'outrecuidance de vous censurer. Essayez toujours. C'est une promesse ou une menace? Allez-y. Alors, moi je pourrais vous faire la réponse de l'école du parti, mais vous l'avez probablement déjà entendu et vous l'entendrez à nouveau, qui consiste à dire que le travail ne se partage pas. Et que d'ailleurs, l'expérience des 15 dernières années en France l'a montré. On est passé des 39 heures aux 35 heures et on ne peut pas dire que ça a créé du boulot. En fait, ça a fait le contraire, ça en a détruit. Ça en a détruit parce que ça a accru le coût du travail, baissé la compétitivité, etc. Cette réponse, qui est la réponse officielle, je crois qu'elle est juste. Donc, je pourrais vous la développer absolument sans état d'âme. Ceci dit, j'ai envie de vous en faire une autre qui n'est pas moins juste, mais je pense est plus prospective. Et moi, je ne crois plus à la durée unique du temps du travail. Je pense qu'en 2002, d'ailleurs, on aurait dû repasser les 35 aux 39 heures, on aurait évité tous les problèmes qu'il y a derrière cette théorie de l'idée que le travail se partage. Mais aujourd'hui, de toute façon, on est dans un monde dans lequel, à cause de la délinéarisation, à cause du développement de l'indépendance,
La durée unique, pour toutes les branches, pour toutes les entreprises, moi, j'y crois pas. Je pense que l'indépendance, elle va se construire sur des contrats à la journée. Et d'ailleurs, pour moi, dans un statut général du travailleur indépendant, il faudrait mettre ça. Il faudrait mettre la division du temps de travail à la journée ou à la demi-journée. Et pour le reste, je pense qu'il nous faut une durée maximale qui en fait d'ailleurs est une durée européenne. Et puis, dans le Code du travail, l'inscription du FEX, ça se négocie branche par branche ou entreprise par entreprise. Je dis clairement, ça ne fait pas baisser les salaires. Vous savez, les salaires, le salaire minimum, il est négocié à l'heure. Donc, ce n'est pas un problème de salaire, c'est un problème d'organisation, de répartition des tâches dans la semaine, dans le mois, dans l'année. La durée unique, pour moi, c'est vraiment dépassé. Alors, quand est-ce qu'on l'arrête alors? Quand est-ce qu'on l'arrête, ce temps légal du travail? Quand est-ce qu'on arrête le temps légal du travail, puisque finalement ça n'a plus de... Bah, elle vous l'a dit, c'est quand on aura du courage et quand on arrêtera de se foutre sur la figure entre politiques. Oui, mais là, les gens qui sont dans la salle sont en train de compter les points et on attend. Oui. C'est au moment de la réforme du code. Moi, je pense que dans la réforme du code, tout à l'heure on a parlé de la réforme du code du travail. Pour moi, plutôt que de faire maigrir le code du travail, là, une bataille un peu ridicule sur est-ce que tu veux un code du travail à 500 pages, à 450 pages, le fait à 272. Oh, la question, c'est pas seulement de le faire maigrir, c'est d'en changer les fondements. Je pense que les fondements, ça doit être renvoyer le maximum de choses à la négociation par branche et à la négociation des entreprises et la durée du travail dans un cadre général. On ne va pas faire bosser les gens 60 heures par semaine, mais la durée du travail, elle doit être négociée par branche et par entreprise. Je repasse la parole à Patrick Vivray et on prendra une ou deux questions dans le public avant de terminer. Patrick. Deux questions qui sont au centre de notre débat et qui vont être des questions décisives pour l'avenir. D'abord, la question du temps. Antoine rappelait que le temps de travail, au sens de la définition économique et statistique, c'est 12% du temps de vie. Quel est le poste principal de notre temps de vie? Le sommeil, de l'ordre de 25%. Pendant très longtemps, on a dit le sommeil, c'est une perte de temps. Nous savons maintenant, avec tous les travaux des neurologues, que la fécondité de l'intelligence, élément clé pour une société et une économie de la connaissance, dépend étroitement de la qualité du sommeil. Dans des campagnes électorales, nous n'avons pas le droit d'en parler, mais un indicateur de progrès démocratique serait d'avoir de grands débats sur quelles sont les politiques publiques qui permettent d'élever la qualité du sommeil et pas simplement les autres questions. Et comme les éléments qui détruisent la qualité du sommeil, nous les connaissons, c'est le bruit, le stress, l'alimentation, la mauvaise, ça indiquerait des politiques publiques. Ça entraîne une conséquence très importante, c'est que nous devons raisonner dorénavant sur l'ensemble de politiques de temps de vie, depuis l'accompagnement de la naissance jusqu'à l'accompagnement de la mort. Ça rejoint du même coup la grande perspective qu'évoque le prix Nobel indien d'économie Amartya Sen, qui est ce qu'il appelle la question des capabilities, la question des potentialités créatrices. Ce que Saint-Exupéry, sur un mode plus poétique, a exprimé dans Terre des Hommes en disant « il faut en finir avec ces Mozart qu'on assassine ». Comment on permet, et on retrouve les questions que j'évoquais autour de Hannah Arendt, comment on permet à des êtres humains de sortir de la logique du labeur pour aller vers la logique de l'œuvre, pour aller vers la logique du métier au sens fort de ce mot qui correspond à des axes de vie. Et de ce point de vue-là, si on raisonne non pas en termes d'emploi, de job, mais en termes de métier, tout être humain est porteur de métier au sens de projet de vie. On peut même dire que le métier matriciel dont vont dépendre tous les autres, c'est un métier de chef de projet de sa propre vie, et c'est l'intérêt de la société que ce métier soit exercé et découvert par l'éducation dans de bonnes conditions, parce qu'une personne qui n'arrive pas à prendre en charge sa propre vie, non seulement elle se détruit elle-même, mais les dégâts collatéraux qu'elle va faire autour d'elle vont coûter très cher à la société. Et le mot coût, on pourra l'écrire tout autant COUPS
coût de maltraitance, que c'est au UTS. Donc la grande affaire, c'est effectivement accompagner les capacités, les potentialités créatrices, passer de la logique du travail contraint qu'il faut considérablement continuer à réduire pour dégager le champ du travail choisi, de l'œuvre, du métier, etc. Et à ce moment-là, ça va permettre aussi de revenir sur une question qui est commune, paradoxalement, à des économistes aussi divergents que Smith, que Marx, que Keynes, qui tous, et Stuart Mill, qui tous ont dit, lorsque l'économie aura fait son œuvre d'éradiquer la pénurie, la grande question sera au contraire celle de ce que Smith appelle la république philosophique, de ce que Marx appelle le passage du règne de la nécessité au règne de la liberté, de ce que Keynes appelle la relativisation de l'économie pour poser la question des projets de vie. Eh bien, nous sommes dans ce moment historique-là. Il nous faut saisir cette chance et éviter au contraire la régression vers des situations où quantité d'êtres humains n'ont pas la capacité de se mettre debout et de réaliser leur projet de vie comme Merci Patrick Vivray pour cela. Je me permets, vous nous avez interpellé surtout Nathalie Kosciusko-Morizet qui a calculé qu'avec 25% de sommeil, en fait, vous ne dormiez que 6 heures par nuit. Voilà, donc voilà. Donc voilà, tout le monde n'est peut-être pas à 6 heures. Allez, vous avez des micros devant vous. Allez-y, monsieur, ici. Vous prenez le micro, ici. Bonjour. Alors, vous appuyez sur le bouton rouge, vous parlez bien dans le micro. Oui. Je vous invite à vous présenter, allez-y. Est-ce que la question... Non, monsieur, le monsieur devant vous, pardon. Oui, excusez-moi. Je dois avoir un strabisme particulier, pardonnez-moi. Monsieur, bonjour. Je pense que c'est moi, bonjour. Oui, alors parlez bien dans le micro et vous l'aurez ensuite, hein, monsieur, il n'y a pas de souci. D'accord. Approchez-vous, oui, merci. Comme vous êtes en train de parler d'une nouvelle vision du travail, faut-il aussi parler d'une nouvelle vision de l'université et de la formation? Et quelle devrait être la formation de l'étudiant du futur ou bien de l'employé du futur? Question très importante, Stéphane Roussel. Alors, en particulier en France, encore une fois, je dirais que pour simplifier, on est pratiquement les champions du monde pour donner une culture générale de bon niveau à nos étudiants. On est assez exemplaires et on n'est pas loin d'avoir le bonnet d'âne pour la deuxième mission quand même de l'éducation qui est de préparer au monde professionnel. Et il y a un paradoxe énorme en France, énorme là-dessus. C'est que la plupart d'ailleurs des personnes qui travaillent dans le monde de l'éducation sont accros sur le premier objectif. Le deuxième est vraiment secondaire, à tel point que même les programmes ne sont pas construits par rapport à l'évolution des besoins du lendemain, ce qui est le seul pays au monde. Donc je dirais que vous avez d'autant plus raison par rapport à ça. Et on est même obligé en tant qu'entreprise d'aller voir directement les élèves de plus en plus, c'est malheureux, pour leur expliquer ce qu'on va attendre d'eux dans le monde professionnel, parce qu'ils le méconnaissent totalement. On est obligé de bypasser, et je dirais même plus, j'ai essayé de monter des chaires avec des universités, je n'ai jamais pu. J'étais obligé de faire ça avec des grandes écoles, et pourtant il y avait des sociologues que je voulais utiliser à l'université pour travailler sur des sujets qui m'intéressaient, et qui les intéressaient, c'était pas possible. Je suis peut-être un peu sévère, mais là vous avez complètement raison, et je vais finir peut-être par une provocation. Je pense que demain, il faudrait que ce soit le même ministre qui soit ministre de l'Éducation et du Travail. Merci Stéphane Roussel. Antoine Lemarchand, un regard rapide et monsieur la question. Antoine Lemarchand. Il y a des cris bizarres. C'est un joli rire, vraiment. Par rapport à la vie de demain et même celle d'aujourd'hui, je crois qu'il y a plusieurs choses qu'il faut apprendre. La première, c'est, on a beaucoup parlé de la coopération, même de la collaboration. Alors c'est un mot avec lequel on a du mal en France. Mais la coopération est quelque chose qui est très défaillant. À titre très personnel, je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué malgré mes études. Et quand j'ai fait un MBA dans un truc anglo-saxon, j'ai pu vraiment percevoir la lacune qu'on avait à travailler en collaboration. On ne sait pas faire ça, on n'a pas été formé à faire ça. Et c'est vrai qu'en travaillant avec d'autres nationalités américaines, notamment anglo-saxonnes, c'est un vrai déficit et quand on parle de projet, c'est nécessaire. Deuxième point, c'est apprendre le sens de l'échec.
je parle beaucoup de confiance dans cette conférence, mais on est le peuple le plus défiant de la planète, hein, quasiment. Pourquoi on a ça? On a ça parce qu'on a alors, beaucoup de choses, mais une chose qui est marquante, c'est qu'on est le pays où le système de notation a le plus large écart entre le plus nul, donc 0, et le meilleur, 20. Il n'y a pas d'autre pays dans le monde où il y a autant de degrés de différence de notation. Ça n'existe pas. Donc celui qui est dans l'échec, il est vraiment dans l'échec et il a peur de l'échec et ça va le suivre plus tard. Or, il n'y a pas d'innovation sans droit à l'échec. Et le dernier point, c'est de former à l'incertitude. On est dans une époque qui est extrêmement fluctuante et je sais que ça déstabilise beaucoup les équipes, notamment françaises, de voir que tout change, qu'on doit sans arrêt gérer entre le court terme et le long terme. Et ça bouge tout le temps comme ça et les équipes ont beaucoup de mal avec ça. Merci monsieur, votre question ici, bonjour. Oui bonjour. Est-ce que une question fondamentale et finalement sous-jacente de repenser le travail, ça n'est pas de repenser le rapport entre le travail et la rémunération tout simplement? Stéphane Roussel. Très rapidement, oui. D'ailleurs, ça a été très très bien décrit par notre prénom Patrick, pardon, excusez-moi. Et en fait, la vraie valeur ajoutée, elle n'est pas liée au temps, mais liée aux compétences. Vous appelez ça les capacités. Mais la vraie rémunération, c'est finalement ce que vous apportez comme plus-value, qui est de moins en moins le temps que vous passez. Et d'ailleurs, c'est presque naturel dans le milieu artistique que je connais. Personne n'est étonné que la rémunération d'un artiste ne soit pas liée au temps qu'il passe sur scène. Ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai à peu près pour tout le monde. C'est-à-dire que demain, je pense que, et c'est une forme de justice quelque part, c'est que ce n'est pas le temps que vous passez qui va être rémunéré, c'est l'œuvre que vous apportez en termes collectifs le plupart du temps. Donc les deux évolutions, ça va être une rémunération un peu plus collective et moins liée au temps de travail qui a de moins en moins de sens de toute façon. Je prends vraiment rapidement une question. Est-ce que j'assume les 2-3 minutes de retard que nous aurons? Évidemment. Madame, parce que vous avez la main levée depuis tout à l'heure et que je sens la crampe venir sur votre bras droit, prenez le micro s'il vous plaît. Prenez le micro et je vous invite, voilà. Madame, bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour vos interventions. C'était très intéressant, même si c'était un petit peu différent de ce à quoi je m'attendais. J'aimerais remercier Monsieur Vivray pour son intervention précédente au sujet du sens du travail. Je m'attendais plus à un questionnement sur le pourquoi et non le comment. C'était très intéressant de parler du comment, mais personnellement, je m'interroge plus sur le pourquoi. Alors, pardon de vous frustrer, on sait que ces rencontres sont de toute façon frustrantes, mais nous avons un panel d'étudiants qui a voulu poser des questions sur le comment et on a voulu respecter cela. Je vous invite à votre question, s'il vous plaît, maintenant. Très bien. J'aimerais connaître votre opinion sur le revenu de base et son rôle dans l'épanouissement personnel de chacun en dehors du travail, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de l'estime de soi qu'on peut construire à travers le travail. On a également évoqué le fait qu'il est difficile de construire son estime de soi par le travail, étant donné qu'il est difficile de trouver un travail qui a du sens. Voilà, j'aimerais connaître votre opinion là-dessus. Merci pour cette question. Qui peut répondre? Parce que la question est en effet vaste. Patrick Vivray. Il y a deux choses différentes. Premièrement, si on va vers la logique des métiers, la logique de l'œuvre, la logique du travail choisi, il va falloir offrir un revenu à la partie des contributions qui n'ont pas forcément d'équivalent sur un marché. Prenez un métier au sens extrêmement fort du terme, de ministère mystérieux, qui transmet et qui crée de la valeur au sens de valeur force de vie, je rappelle que c'est ça ce que veut dire le mot valeur, tel que l'éducation des enfants dans une famille. Voilà typiquement une activité contributive, créatrice de valeur, mais si vous mettez à monétariser à l'intérieur de la famille le métier des parents, on va vers une situation de perte de substance de la société elle-même, ce que Karl Polanyi appelait le passage dangereux de l'économie de marché à la société de marché. Donc vous allez avoir
un certain nombre de métiers qui seront des contributions, qui seront des créations de valeur, mais qui ne vont pas trouver des rémunérations classiques sur des marchés. Et donc la question dans le nouveau pacte social d'avoir des éléments tels le revenu de base ou ce que Bernard Stiegler appelle un revenu contributif, ce qui est plus juste parce qu'il y a bien une contribution mais ce qui ne s'exprime pas sur le plan monétaire, ça doit faire partie du pacte social de demain. Et puis par ailleurs, la question, c'est l'accompagnement des personnes pour se poser la question de leur métier, parce que ce n'est pas du tout la même chose de se poser simplement la question de l'état civil, qu'est-ce que vous faites dans la vie, ou de se poser la question du métier, que faisons-nous de notre vie. Et là, il y a besoin d'un vrai accompagnement collectif, éducatif, au sens fort du mot éducation, ex-ducere, conduire au dehors, permettre à un être humain d'accéder à la question du sens de sa vie qu'évoquait Nathalie Kosciusko-Morizet. Et là, évidemment, cet accompagnement est nécessaire et ne peut pas se réduire à la question du revenu. Merci Patrick Vivray. Dernière question. Dernière question, j'ai bien vu que vous vouliez m'attendrir sur la crampe de votre bras, monsieur, et comme votre copain à côté n'arrête pas de faire ça, vous aurez la dernière question. Monsieur, bonsoir, allez-y, prenez le micro. Question rapide et réponse très rapide, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, merci. Ça rejoint un petit peu les deux questions et c'est plutôt... Merci beaucoup de l'avoir posé alors. de Madame Kosciusko-Morizet, vous avez dit que l'un des problèmes était qu'il n'y avait plus assez de travail pour tout le monde. En fait, je voulais juste faire une petite comparaison. Vous l'avez dit tout à l'heure, plus assez de travail pour tout le monde. Dans un village où il y aurait plusieurs paysans qui auraient une terre à cultiver et dont ça prendrait tout le travail journalier. Le jour où un agriculteur, un des paysans, un des villageois invente la charrue, la question que vont se poser les autres villageois n'est pas « mince, qu'est-ce que je vais faire de mes journées maintenant ?» mais plutôt « mince, est-ce que le paysan qui a inventé la charrue va me donner un petit peu des fruits de la récolte ?» Donc ma question est la suivante. Est-ce que le vrai problème n'est pas uniquement un problème de partage de la richesse et pas du partage du travail, puisque effectivement il n'y en a plus assez, en tout cas pour tout le monde, et donc il ne peut plus être ce à quoi on jauge la rémunération et le confort social. Merci monsieur. Vous imaginez que pour un sujet baccalauréat comme ça, je vous laisse pas 4 heures, hein. Allez-y. Alors, je ne crois pas qu'il y ait plus de travail pour tout le monde, je crois qu'il y a en fait des pans entiers d'activités qui vont disparaître. Mais il y en a de nouvelles qui se créent. Le problème, c'est que celles qui disparaissent ne sont pas de la même nature que celles qui se créent, ne visent pas les mêmes personnes et ne fonctionnent pas du tout de la même manière. On va vivre pour moi l'équivalent de ce qu'on a vécu au moment de la révolution de la robotique. Vous avez en fait toute une partie de la société qui était d'ailleurs très structurée, qui portait un certain nombre de valeurs, qui a en fait disparu. C'était beaucoup dans le monde des cols bleus. Et là, ce que beaucoup de gens ne voient pas arriver, c'est qu'il va se passer la même chose dans le monde des cols blancs. Parce que dans le monde des cols blancs aussi, il y a des tâches répétitives. Elles apparaissent plus sophistiquées. Mais un avocat, pour une grande partie, il fait des tâches qui en fait sont répétitives. Et vous avez des sites internet aujourd'hui qui vous proposent pour 64 € le type de dossier tout fait que vous pouvez trouver pour plusieurs centaines d'euros chez un avocat qui est en cabinet libéral. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste des tâches type CSP-. En fait, ça vient dans des secteurs de la société qui étaient inattendus. Je trouve que la question que vous posez est légitime, mais pardon, dans la manière dont vous la posez, un tout petit peu réduite. Et je rebondis sur la question de monsieur tout à l'heure. Pour moi, on ne va pas voir disparaître en fait tous les métiers à l'heure pour aller que vers des métiers à haute valeur ajoutée dans lesquels seul celui qui est hyper créatif peut trouver sa place. Il va y avoir 2 types de métiers. Il va y avoir ceux qui en fait sont hyper créatifs, ont une grosse valeur ajoutée, et puis des fonctions qui correspondent beaucoup plus à une présence ou à une prestation avec un résultat manuel. Le problème qu'on va avoir, et là je vous rejoins, c'est qu'il ne faut pas qu'on aille vers une société polarisée dans laquelle vous avez un genre d'aristocratie qui a les codes et les clés
de toutes ces plateformes et de tout ce dispositif, et un nouveau prolétariat qui est celui qui réalise les métiers de service en proximité. Et c'est la tendance, en fait, de cette société. C'est l'effacement de la classe moyenne. C'est un Américain, Tyler Coase, qui a décrit ça dans un bouquin qui s'appelle « The Average is Over ». C'est la fin de la moyenne, et qui esquisse, en fait, ce mouvement qui doit trouver sa réponse, notamment dans un certain nombre d'actions politiques. Merci beaucoup. Je vais inviter nos intervenants au mot de conclusion. Vous l'aurez compris, je vais vous laisser un mot de conclusion, chacun. Si je devais vous demander en 5 secondes le mot, qu'est-ce qu'on retient finalement de cette nouvelle vision du travail? Vous me répondriez quoi? Je vais commencer par vous, Patrick Vivray. Moi, je répondrais par une question. Je dirais, quel était le job de Socrate? Quel était le job de Jésus? Quel était le job de Bouddha? On voit bien que leur job n'avait aucun intérêt. Par contre, leur vraie contribution, ça a été leur mission de vie et leur métier. Merci Patrick. Nathalie Kosciusko-Morizet, votre mot de la fin. Là, j'étais en train de me demander comment je pouvais faire pour faire prophète, en fait, en écoutant Patrick Vivray. C'est foutu, non? Oh, non, ne croyez pas. Mais non, c'est vrai, pardon. Je suis sur le chemin. Non, mon mot de la fin, c'est que je pense que c'est pas forcément évident aujourd'hui, mais on va se rendre compte que cette nouvelle société, ces transformations du monde du travail, c'est une opportunité formidable pour la France. Pourquoi? Parce qu'on est un peuple hyper créatif. D'ailleurs, quand vous regardez à travers l'histoire, toutes les grandes inventions, elles se sont faites en France, que ce soit dans les systèmes politiques, les systèmes technologiques, les écoles de l'art. On est créatif, et c'est un monde dans lequel ce qu'on valorise, c'est la créativité. En plus, on n'a pas beaucoup de matières premières, et donc quand il s'agissait de faire le plus de produits standardisés, le moins cher possible, c'était pas vraiment pour nous. On s'est battu dos au mur, c'était forcément très défensif comme type de mondialisation, standardisation. Aujourd'hui, c'est de la mondialisation créativité. On a de la chance de trouver une meilleure place si on se débrouille bien. Merci beaucoup. Antoine Lemarchand, votre mot de conclusion. Moi, j'ai beaucoup de choses, mais rapidement, je crois que le mot clé, c'est aussi formation. Se former tout au long de sa vie. Parce qu'effectivement, il est difficile de statuer aujourd'hui, en 2015, de ce que sera le monde de demain. Je note qu'en France, on se forme jusqu'à 24-25 ans, puis après, c'est fini. Et en réalité, il faut sans arrêt se former pour comprendre ce qui va arriver, comprendre ces nouveaux métiers. Je crois beaucoup à cette formation. Et le deuxième mot, c'est ayons confiance. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans un monde digital, il n'y a jamais eu autant besoin d'humains pour faire la différence. Quand on parle du digital en musique, les concerts explosent. Je vais dire par rapport à l'actualité, désolé, c'était pas voulu, mais il n'y a jamais eu autant besoin d'humains par rapport à un monde qui est extrêmement digital. Merci Antoine Lemarchand. Stéphane Roussel, votre mot de conclusion. Je pense que l'offre et la demande s'inversent. C'est-à-dire que imaginez un monde où il y a un sac avec 100 points qui est à partager avec tout le monde. On arrive à des erreurs comme le partage du temps de travail avec des heures définies, mais que demain, ça va être plutôt l'offre et la demande dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'avec les compétences que chacun développe, c'est lui qui va faire, vous allez faire vos propres emplois en fait. Beaucoup Stéphane, et permettez-moi juste le mot de la fin. Je ne veux pas qu'on oublie évidemment, si nous sommes là, c'est aussi parce que derrière il y a ceux qui ont un travail, et je pense aux équipes techniques notamment, à la vidéo, au son, à la lumière. C'est mon côté Michel Drucker, hein, dès qu'il est mort je prends la place, mais surtout je voudrais qu'on remercie énormément ceux qui organisent ce magnifique événement, l'agence CHK, parce que vraiment c'est un cadeau pour vous, je pense pour les orateurs et en tout cas pour nous les journalistes. Merci pour le plaisir de vous accompagner. Merci à tous. Et merci à Nicolas.